Pour les régions, au point de vue de leur développement industriel, c'est qu'il y a un réseau électrique le plus unifié possible dans la province. Et ça ne peut pas se faire autrement, je crois, logiquement, que par l'Hydro-Québec, qui est propriété de l'ensemble de la population. Documentaire d'Annabelle Soutard. Regardez RDI en février 2014 et voir Roy Dupuis et Nicolas Boisclair, un des co-réalisateurs du film Chercher le courant que j'avais... Ça a commencé qu'on a eu l'idée, mon frère et moi, de partir en voyage pour les vacances. Un voyage juste nous deux tout seuls. Une chose qu'on n'avait jamais faite de notre vie. La dernière fois qu'on a visité une partie du Québec, ça faisait plus de 20 ans. Nous passions autrefois les étés de notre enfance en Gaspésie avec nos oncles et nos tantes. On distinguait vaguement le littoral qui se trouvait de l'autre côté du fleuve. Alors, on a décidé d'aller voir la Côte-Nord. J'ai toujours voulu faire un road trip au bout de la route 138. Un road trip qui nous fait découvrir des récits, des histoires, des pages attachées à la découverte de nos conceptions idéologiques. Le vaste territoire où plusieurs personnes y vivent isolées, auquel on est rattaché par les courants d'énergie qu'on exploite à sens unique. La route que nous prenons transforme nos conceptions envers la nature et les rivières. Les courants d'eau que l'on suit au travers de notre route est pour nous une force créative. L'on se permet de puiser des concepts chez des auteurs témoins d'une partie de l'histoire qui traite d'une révolution à contre-courant. Certainement de très bonnes raisons d'être en train de faire ça. J'étais vraiment là, très perplexe. Puis c'est tout. La vie a poursuivi son cours. Faire les marchés de Noël de Paris, manger de la tartiflette, boire du vin chaud, boire du vin frais, boire du vin, manger des pâtes de cochon, réessayer d'avoir une nouvelle relation amoureuse qui a de l'allure. Ça, on le sait que ça prend du temps. Couper un sapin de Noël à Chainsaw au chalet, faire du ski de fond puis me trouver boche. Regarder... Pilares firme y oreja como hecha de oro, cuando en el jardín cose su silencio se toca, la tarde la contempla como un grave tesoro que apenas tiene un aire de sonrisa en la boca. María es leve hecha de agua rumorosa y la noche se quiebra de amor en sus pestañas. La violeta en sus manos se siente poderosa, al hablar dan sus labios melodías extrañas. Carmen es frágil, fina, su presencia es de plata y su cuerpo una hoja mecida por el viento. Y cuando el aire manso su oculta ira desata, suena como un alegre risa o como un lamento. Las tres tienen un aire o una luz diferente y el río de Sevilla silencioso venera y sus nombres, sus risas, sus manos y sus frentes ornan de sueva gracia la flor de la ribera. Pero las tres han puesto con invisible mano nostalgias que han abierto en mi pecho una herida cuando la noche cae sobre el distante hermano. Esta sangre recuerda la juventud perdida. Nous avons incrusté dans notre héritage le mythe d'Hydro-Québec. Lorsqu'on mentionne Hydro-Québec, on l'associe automatiquement à son histoire et à la période de la Révolution tranquille. C'était l'époque des grands projets, liés au rêve collectif d'émancipation d'être enfin maître chez nous. Ce rêve, qui faisait notre fierté, a été détourné comme si on devait renoncer à l'idée de collectiviser nos richesses pour améliorer notre sort. Le rêve a cédé sa place au profit. La romaine s'est arrivée comme un coup de vent et ça a laissé une cicatrice. Une cicatrice dans le cœur des gens. Une cicatrice très apparente sur le territoire. Une cicatrice qui fait encore mal. Et nous, les Inuits, on participe à cette cicatrice. Quand tu as des convictions, c'est ça qui te garde vivant. Tu peux pas changer ça. Tu peux pas.
sujet est devenu tellement sensible que personne ne veut parler au public. Et moi, à chaque fois que quelqu'un me dit qu'il y a une revue de marée... Faire un road trip sur la Côte-Nord me permet de prendre un temps de réflexion pour me questionner sur le chemin parcouru de la Révolution tranquille à aujourd'hui. Pourquoi, aujourd'hui, il persiste un sentiment de désintéressement des citoyens envers la démocratie? Les longs moments sur la route me font plonger dans mes souvenirs, en particulier ceux de la contestation étudiante de 2012. Cette contestation était le début d'une prise de conscience où la colère et l'indignation furent légitimes. Nous faisons face désormais à un projet de transformation néolibérale qui va à l'encontre du rêve d'être enfin un vrai peuple souverain. Le discours de nos élites nous martèle sans cesse que nous sommes un peuple tranquille. On doit se tenir debout pour leur montrer que cette force tranquille peut encore se réveiller. Notre colère, comme une rivière, doit déferler. Comme l'eau qui sculpte le roc, notre colère doit trouver son chemin et être l'énergie qui guide nos actions. On veut faire de nous des castors. On nous répète constamment que nous sommes dignes du pouvoir américain ou d'une succursale du Canada. Aussi longtemps que nous nous laisserons représenter par des bouffons insignifiants à la solde du capital, nous avons le devoir de nous indigner de ne plus être ce peuple tranquille. Chers amis, l'adversaire du gouvernement, ça serait la peur. La peur de se tromper, la peur de ne pas être capable, la peur du changement. La peur... Que le 500 $, dans le fond, c'est juste remettre dans le feu de l'inflation. Puis ça change rien, 500 $. Tu sais, une épicerie pour une famille de 4, c'est rendu 300 $ en ce moment. En une semaine, c'est brûlé. Je sais pas. Je pense que d'un côté, c'est probablement l'individualisation de la société. Les gens sont de plus en plus individualistes. C'est le courant de pensée américain. C'est carrément ça. On est colonisé par le courant de pensée américain. L'autre chose qui nous paraît extrêmement important, là, c'est de nos valeurs dont il s'agit, c'est de respecter le droit de chaque citoyen de circuler librement. Là, on est dans ce qu'il y a de plus fondamental dans notre société. Parce que là, le monde était dans la rue, le monde était mobilisé. Là, la guerre a commencé là, entre les médias, les journalistes, les politiciens, puis les instances des syndicats étudiants. Le refus du gouvernement de bouger, ça aurait été vraiment... puis je vais vous avouer, j'étais pas dans la rue. J'ai pas été... oui, à un moment donné, les étudiants ont fait une manif en avant de mon bureau. Puis on a fait comme, moi, on rentre pas. Mais tu sais, ils faisaient une manœuvre économique pour barrer les bureaux, pas qu'on rentre. Puis c'était correct. J'étais resté dehors, puis j'attendais. On ne conteste pas le droit de quiconque de se prononcer. Tout le monde, nous souhaitons tous. Puis les étudiants ont le droit de s'exprimer. Mais ce qu'on veut, comprenons-nous, là, après le printemps que nous venons de vivre, on ne peut toujours pas effacer ça. Ce qu'on veut, c'est vivre dans une société où on respecte les lois, puis on respecte la démocratie. C'est pas rien. Les étudiants, ils manifestent, ils font un blocage économique. Il faut qu'on respecte ça. En tant que citoyen, je pense, c'est très important de respecter ce droit de manifester-là des gens. Non? Puis, d'autant plus à ce moment-là. Ben oui, la gratuité, c'est ça. Il aurait fallu aller jusque-là. C'est ce que je regrette de cette période-là, moi, en tant que personne externe à ça. Parce que, justement, moi, j'avais fini avec des dettes. Puis j'aimerais ça que les plus jeunes d'entre nous, qui vont à l'école, les prochains qui y vont, sortent avec moins de dettes que moi j'en ai eu, puis c'est tout. On a des gros défis à relever, le défi du développement économique, le défi de la pérennité de nos programmes sociaux, le défi du problème qu'on vit au niveau de l'équité entre les générations, au niveau des finances publiques. Et c'est dans ce contexte-là que je peux comprendre qu'il y ait des gens au Québec qui se disent « Est-ce que c'est le temps de travailler sa souveraineté alors qu'on a ces défis énormes à relever? » Moi, mon introduction au Parti libéral du Québec et à ses militants, ça a été lors du référendum de 1995 sous le leadership de Daniel Johnson.
Et pendant le référendum de 1995, j'ai eu l'occasion de sillonner le Québec et d'être secondé par les hommes et les femmes et les militants du Parti libéral du Québec avec qui nous nous sommes battus pour l'avenir du Québec et pour l'avenir du Canada. En 2012, on a vécu une année mémorable. On s'est rassemblés, on a proposé des idées pour le Québec. On a présenté une équipe renouvelée, une équipe talentueuse, une équipe forte. On s'est mobilisé et on a gagné. On a gagné les élections. Et en 4 mois, on en a fait des choses. On en a pris des décisions. Je sais qu'on a encore beaucoup de pain sur la planche, mais nous sommes guidés pour faire ça par une idée forte. À chaque geste que nous posons, nous avons toujours cette même idée en tête. Tout notre travail vise à ce que le Québec retrouve la confiance, retrouve la fierté, retrouve l'ambition. Ce sont 3 ingrédients qui sont nécessaires pour que notre peuple ait envie d'aller au bout de lui-même. Loin de préparer l'avenir, les éternels débats constitutionnels ont affaibli le Québec, l'ont mené dans un cul-de-sac. Les vieux partis s'enlisent dans les mêmes chicanes et le résultat, c'est la division, des déchirements à l'intérieur même des familles, des échecs qui sapent la force politique du Québec. Les baby boomers, ils ont voté pour le PQ, ils ont voté pour la souveraineté, ils ont voté pour un projet de pays. Ils ont voté même 2 fois. Puis moi, je pense que dans le fond, comme François Legault, c'est sa gang en fait, c'est toute cette gang de boomers-là, qui se disent maintenant, on a essayé 2 fois, c'est fini. Je pense plus que ça sert à quelque chose. De toute façon, maintenant, ils possèdent tout. Ils sont riches, ils ont leur chalet, leur bateau, leur gros char. Fait que maintenant, ils sont devenus nationalistes parce qu'ils sont dans le confort. Ils sont confortables maintenant. Ils iront pas se battre pour perdre peut-être ces acquis-là qu'ils ont eu. Natashquan. Quelques petites cabanes scies sur un rocher au milieu de l'eau. Résilientes et témoins d'un passé pas si lointain. Certains ne verront que quelques petites structures abandonnées par l'histoire. Pour nous, descendants de pêcheurs de la Gaspésie, descendants de générations de travailleurs exploités par la Charles Robin & Company, ne voyons dans ces petites cabanes que le souvenir que nous sommes toujours asservis par des riches et puissants déconnectés de nous. Le printemps des peuples n'est jamais arrivé. Les quelques soulèvements passés sont jusqu'ici des légers remous sur un vaste océan. On dit, c'est que économiquement, ça semble vraiment une très mauvaise idée de continuer. Là, j'ai compris qu'il existe un rapport de commission demandé par le gouvernement qui recommande fortement de stopper les travaux sur la rivière romaine. Mais hey, je m'étais dit que ça allait donner de l'espoir. C'est quoi le Québec? Bon, c'est un pays conquis par la force en 1760 et annexé par la force en 1840. Le capitalisme, qu'est-ce que c'est le capitalisme? L'essence, la nature du capitalisme. La maximisation des profits dans un minimum de temps. C'est ça, le capitalisme, on vit là-dedans, il faut le savoir qu'on vit là-dedans. La beauté du capitalisme à côté du communisme, c'est qu'il est pour y avoir de la concurrence, ça baissera les prix, ça permettra au monde d'avoir ce qu'ils ont besoin. Or, c'est tous des oligopoles puis des monopoles, bon. Hein? C'est de l'anarchie, puis ça va jusqu'à la tyrannie, 200 gars qui mènent le monde. Dans tous les dictionnaires, ça s'appelle de la tyrannie. C'est parce qu'on aime qu'on est révolté. J'aime, et c'est ce qui me révolte. Je suis révolté parce que j'aime l'émancipation sociale et individuelle.
et que son existence nous en est dépossédée. Comme cette carcasse de bateau, ma pensée reste au travers de l'oxydation de l'eau. Nous partageons des réflexions, des visions, des idées. Nous sommes tantôt radicales, tantôt critiques, tantôt indépendants. Mais ce qui compte, c'est que nous puissions partager notre sentiment de liberté. Non, ce n'est pas le tonnerre. Oh non, ce n'est pas le tonnerre. C'est l'ogre dans la plaine qui dévore ses enfants. Je refuse d'obéir. C'est la vie qui respire. Désobéissance civile. Désobéissance civile. Non, ce n'est pas le tonnerre. Oh non, ce n'est pas le tonnerre. C'est le bruit de l'enfer, celui des fondrières. Je refuse d'obéir. C'est la vie qui respire. Désobéissance civile. Désobéissance civile. Fini les pétitions qu'on me jette en prison. Obéir à vos lois, c'est vous donner raison. Au nom de ma conscience, il me faut résister. Au nom de ma conscience, il me faut résister. Désobéissance civile. 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 C'est la vie qui respire. Ça veut dire que je pense qu'on ouvre une période historique extrêmement troublée, même dramatique, possiblement pour l'humanité. Je pense que le réchauffement climatique est une catastrophe de grande envergure. Je pense que le risque de conflit nucléaire existe réellement dans le monde en ce moment. Je pense qu'au Québec, comme ailleurs, la croissance des inégalités est une chose dramatique. La stagnation des salaires des gens depuis 40 ans est grave. Les coupes qu'on s'apprête à faire partout, le démantèlement auquel on assiste, tout ça fait qu'on devrait être beaucoup plus révoltés et indignés que nous ne le sommes. Malgré ce qu'on voudrait parfois nous inciter à croire, une démocratie ce n'est pas un régime de spectateurs, c'est une organisation politique de citoyens qui se tiennent informés, qui se parlent et qui agissent ensemble. Notre salut collectif passe par l'action collective. Je le répète, on devrait être beaucoup plus révoltés et indignés que nous ne le sommes.